Il est 9h36, alors deux invités, je suis très heureux par ordre alphabétique, je vais vous les présenter dans un instant. Christophe Marion, bonjour. Bonjour. Vous êtes député LREM, non, Renaissance. Pourquoi on met toujours LRN sur mes fiches? Je ne sais pas, c'est Renaissance, faut le rappeler. Renaissance du Loir-et-Cher. Oui. On est bien d'accord. Quelle circonscription dans le Loir-et-Cher? Vendôme, la 3e circonscription. Vendôme est la plus grande ville de la circonscription. C'est le nord plutôt. Et avec nous Gilles Platré qui est maire LR de Chalon-sur-Saône. Bonjour. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Vous êtes en opposition sur ce sujet qui est les titres de séjour pour les métiers en tension. En fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'hommes ou de femmes qui sont étrangers, qui ne sont pas français, mais qui ont des contrats de travail et qui travaillent dans des entreprises en France, dans de multiples domaines, que ce soit l'hôtel, on dit toujours l'hôtellerie, la restauration, les travaux publics, mais il y a d'autres domaines aussi, à l'hôpital par exemple, ou ailleurs. Et souvent, ils multiplient les contrats de travail et les titres de séjour. Et beaucoup sont là depuis longtemps. Et beaucoup espérer une naturalisation. Alors, faut-il naturaliser ces personnes? Oui, non, Christophe Marion? Écoutez, moi je pense qu'il y en a un certain nombre aujourd'hui qui sont en situation illégale. Et qui travaillent, en effet, comme vous le disiez, les aides à la personne également. Oui, aussi. Qui travaillent et qui sont parfois, au bout de 2 ans, 3 ans, frappés d'OQTF, d'obligation de quitter le territoire français, parce que la préfecture estime qu'ils doivent retourner chez eux à l'occasion, enfin parce qu'ils sont en situation irrégulière. Et moi, j'ai quasiment chaque semaine des entreprises qui viennent vers moi en me disant, ce salarié, ça fait 2 ans. Aidez-moi, je voudrais. Aidez-moi, je voudrais. Je veux le garder. Et ça peut susciter, d'ailleurs, vous vous souvenez de ce boulanger à Besançon qui avait fait une grève de la faim parce que son apprenti était frappé de QTF, alors même qu'il disait, si j'ai plus cet apprenti, moi je ferme boutique. Ça avait suscité d'ailleurs une grande vague d'indignation à l'époque. Donc on a énormément de cas comme cela aujourd'hui, et je crois qu'il faut sortir de l'hypocrisie et apporter des solutions à ces cas-là. Pourquoi dites-vous non, Gilles Platré? Non, parce que pour un principe de réalité, tout simplement, si on était en situation de plein emploi, et on n'y est pas, on pourrait imaginer effectivement qu'il faille régulariser les clandestins qui aujourd'hui sont embauchés. Vous avez eu raison, monsieur le député, de le rappeler, qui sont embauchés souvent. Mais on n'est pas en situation de plein emploi. Donc on a encore sur le marché du travail un nombre très conséquent. Même si le chômage a baissé. Oui, mais personne ne le conteste. Mais il n'en reste pas moins que nous ne sommes pas au chômage zéro. On n'est pas en plein emploi. Ne peut penser qu'on y arrivera un jour. 5% à peu près. Bon. Alors, 5% de chômage. Je pense très honnêtement que aujourd'hui, le marché du travail doit permettre de répondre aux besoins des métiers en tension. Pourquoi est-ce que d'ailleurs les personnes qui vivent dans ce pays ne répondent pas à certaines offres d'emploi? Il peut y avoir la pénibilité, il peut y avoir le manque d'attractivité salariale. Et pourquoi les salaires ne sont pas assez élevés? On revient toujours à la question initiale des charges qui pèsent sur l'emploi. Donc, plutôt que d'essayer de nourrir l'immigration clandestine, ce qui se passerait immanquablement, si nous donnons le signe de la régularisation des clandestins aujourd'hui employés, eh bien nous allons créer un formidable appel d'air pour ceux qui viendront pour des motifs économiques. Et donc, plutôt que d'aller là-dedans, moi je préfère qu'on travaille sur les freins à l'embauche ou les freins aux demandeurs d'emploi qui aujourd'hui doivent pouvoir répondre aux métiers en tension. On n'a pas besoin de l'étranger, de l'international pour y répondre. Gilles Platré, que fait-on d'un salarié qui est dans une entreprise depuis 2-3 ans, ou même plus, et qui risque d'être frappé d'expulsion? On l'expulse? On expulse cet homme ou cette femme qui paie des impôts, qui a des contrats de travail, qui paie des impôts depuis un moment, qui voudrait être naturalisé. On l'expulse? Duralex, Sedlex. Vous ne pouvez pas donc on l'expulse. Bien sûr, vous ne pouvez pas faire. Il a construit sa vie en France, on l'expulse. Il n'a pas construit toute sa vie en France, parce que vous venez de dire vous-même qu'il était là depuis 1 an ou 2 ans. C'est pas toute sa vie. Non, mais ou plus ou moins, c'est pas toute sa vie. Le principe de réalité commande. Il construit son avenir dans tous les cas. Oui, bien sûr, mais la France doit construire aussi le sien, et à un moment donné, elle doit poser des règles, même si elles sont dures peut-être sur le plan humain. Il n'en reste pas moins que si on continue dans une politique qui est une politique de régularisation, c'est ce à quoi le gouvernement va nous amener si ce projet de loi est voté, ce que je ne crois pas, parce qu'à mon avis, il n'y a pas de majorité pour le voter. Mais indépendamment du débat parlementaire... Bruno Retailleau a dit non
Non, si les articles 3 et 4, 3 et 4. Il a eu raison de rappeler le projet de loi. Voilà, oui, sur les demandeurs d'asile. Voilà. Donc effectivement, c'est rétablir le droit au travail pour les demandeurs d'asile. Je pense qu'il n'y a pas de majorité, mais pour autant, encore une fois, c'est le signe qu'on envoie à l'international. Aujourd'hui, la France est un Eldorado, en tout cas elle est vue comme ça à l'international, elle est beaucoup moins vue comme ça à l'intérieur de nos frontières. Les demandes d'asile, c'est l'Allemagne qui est devant nous, et l'Espagne aussi. On prend notre part tout de même en deuxième 30% partie. 30% en Allemagne, 16% en Espagne et 15% en France. On prend notre part et je pense qu'aujourd'hui il est grand temps de sortir de cette logique-là. Ça impose effectivement de la rigueur et certainement pas la régularisation dans les métiers en tension. Ah, écoutez, moi je suis assez sidéré de cette idée de l'appel d'air. En fait, on considère qu'il y aurait un appel d'air. Ça n'a jamais été prouvé par aucune étude. Par les chiffres Il y a eu des naturalisations. 1981, François Mitterrand mais même plus tard, même Pasqua a naturalisé une époque, si vous vous souvenez. Même Charles Pasqua. Aucune étude. Quand vous partez en vacances, vous regardez peut-être TripAdvisor pour voir quel est le meilleur hôtel qui peut vous accueillir. L'immigration, ça fonctionne pas comme ça. Les migrants, quand ils fuient leur pays, ils ne prennent pas une carte en se disant quel est le pays qui a les meilleures conditions pour m'accueillir. Ça, c'est faux. Parfois, sans le fuir. Là, on est en train de parler. Vous êtes en train de dégager le sujet avec le terme de fuite. L'appel d'air, vous parlez d'appel d'air, l'appel d'air, ça ne fonctionne pas. Ça n'est pas vrai. Ça, c'est une image et une représentation que nous pouvons avoir. Maintenant, on est en train de parler de... Alors, la population en situation irrégulière en France est entre 600 et 800 000 personnes. On est sur 1% de la population française. La réalité, elle est là également. Et aujourd'hui, ces gens, comme vous le disiez, eh bien, ils travaillent pour la plupart. Et donc, il y a une demande à la fois des organisations patronales et des organisations salariales pour qu'on puisse leur donner un statut moins précaire. Est-ce qu'on ne peut pas être très ferme avec ceux qui ne travaillent pas et être... comment dire, voir l'utilité de ceux qui travaillent. Alors, je vais m'opposer au terme de fuite que vous avez employé. Oui. Parce que, effectivement, quand l'image, mais il est employé à dessein, l'image que vous employez, c'est la guerre, la misère, etc. Donc la fuite du pays. Mais on est dans une démarche beaucoup plus prosaïque que ça pour la plupart des candidats à l'immigration en France. Ce sont des motifs économiques. Il s'agit, en laissant la famille au pays, d'aller dans un territoire qui va vous offrir des conditions de vie qui vont vous permettre ensuite de renvoyer de l'argent au pays. Donc arrêtons de dire c'est de la fuite. D'ailleurs, c'est à ce titre-là qu'on a des demandeurs d'asile dans un nombre exponentiel. On a encore vu les chiffres de 2022 et que nous sommes obligés, pour plus de la moitié, de les débouter de ce droit d'asile. Donc on n'est pas dans une logique de guerre dont la France serait finalement le réceptacle. Non mais je veux juste dire ça parce que les choses soient claires, j'ajoute à ce que vous dites. Les mots ont un sens, heureusement d'ailleurs, et on voit bien qu'on essaye de noircir le tableau. Vous avez raison, mais sur les demandeurs d'asile, je voudrais affiner les choses et vous donner la réalité des faits. D'où viennent les demandeurs d'asile? Premier pays, la Syrie. Deuxième pays, l'Afghanistan. Troisième pays, le Venezuela. Et là, j'étais assez surpris de constater cela. C'est une question que je poserai demain à Alexis Corbière, qui sera mon invité. Quatrième pays, la Turquie. Ensuite, la Colombie. Voilà. Bon. C'est 5 pays qui sont... 130 000 demandeurs d'asile l'année dernière. 42% seulement ont été acceptés. Ça veut dire qu'on a 60% des demandeurs d'asile qui se servent de ce motif pour des motifs économiques. Voilà, ouvrons les yeux sur la réalité. Et donc dire que la France ne crée pas les conditions favorables à recevoir l'immigration, là aussi c'est une vue de l'esprit. On a bien vu par exemple, mais alors je vais vous démontrer les choses d'une manière contraire. Quand Nicolas Sarkozy a transformé l'aide médicale d'État, on a eu comme par hasard une baisse des demandes et des situations irrégulières sur le territoire. Quand des pays à nos frontières, le Danemark, l'Angleterre ou plus loin l'Australie, le Japon donnent des conditions draconiennes, eh bien subitement les chiffres de l'immigration baissent. Donc on arrête de dire que notre système n'est pas un appel d'air à l'immigration. Bien sûr qu'il l'est. Moins de 400 000 bénéficiaires de l'AME sur une population en situation irrégulière estimé entre 600 et 800 000. On est quand même très loin. On est quand même très loin des chiffres que vous donnez. Ensuite, la réalité. Quand on emploie des gens en situation irrégulière, les employeurs mettent une pression sur eux parce qu'évidemment, en situation irrégulière, on a du mal à négocier son salaire. Si on veut que dans les métiers pénibles, les salaires augmentent, il faut absolument mettre un terme à cette irrégularité et à cette illégalité des travailleurs qui travaillent ici. Mais non, mais ça, il est 9h46. À tout de suite, on va poursuivre.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h50, 10h moins 10. Bien, alors, est-ce qu'on ne peut pas améliorer, pour essayer de trouver un consensus autour de ce sujet, de ces articles 3 et 4, est-ce qu'on ne peut pas, améliorer le texte, Christophe Marion, et dire par exemple qu'on met des critères avant de légaliser, mais c'est tout le avant de naturaliser même. C'est tout l'intérêt du Parlement. Est-ce qu'on peut pas mettre des critères, oui. C'est tout l'intérêt du Parlement. Aujourd'hui, ce texte, il est pas... celui ou celle qui est là depuis 2 ans, plus longtemps, je ne sais pas. Un temps d'adaptation. Tout le monde aujourd'hui est en train de marquer son territoire. Le texte, il est seulement passé à la commission des lois du Sénat aujourd'hui. Il va y avoir un débat en séance publique au Sénat, puis un débat à l'Assemblée nationale. Donc je crois qu'en effet, ce débat, il doit avoir lieu, y compris sur l'article 3, sur l'article 4. Moi, je crois que ce texte, il est équilibré, comme je le disais tout à l'heure. Il entend être dur avec les méchants et bon avec les gentils. C'est-à-dire, il doit faciliter l'expulsion des... Encore faut-il que l'expulsion soit réelle. Oui, mais notamment pour celles et ceux qui sont condamnés à des peines lourdes ou qui ne respectent pas nos principes républicains en France, qu'on puisse pouvoir les expulser facilement. Le problème, c'est qu'on a des difficultés pour les expulser. Pour expulser les délinquants récidivistes étrangers, on a des difficultés. Pour expulser tous ceux qui sont sous OQTF et qui méritent d'être expulsés. La loi, et cette loi-là, elle doit permettre de faciliter et d'accélérer les choses. On doit pouvoir expulser facilement des gens qui ne respectent pas nos principes et nos lois en France. Maintenant, lutter contre l'immigration clandestine, moi je suis tout à fait d'accord. Je ne nie pas le problème d'une éventuelle immigration trop importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de renforcer les pouvoirs de la police, plus 15 milliards dans la loi d'orientation du ministère de l'Intérieur cette année qu'on a voté. Ça veut dire renforcer les financements de la justice. On atteindra 11 milliards en 2027, une augmentation très importante sous ce quinquennat, et renforcer aussi les pouvoirs des douanes ou des polices aux frontières. Moi, je suis tout à fait d'accord pour ça. Et d'ailleurs, ça se trouve pleinement dans le texte qui sera présenté au Sénat et à l'Assemblée nationale. Donc, voilà, je crois qu'il faut être clair. Ce texte, il me semble équilibré. Est-ce qu'on peut envisager dans ce texte des aménagements qui pourraient vous convenir, qui pourraient ou pas? Jean-Jacques Bourdin. Oui. Ce gouvernement est taillé dans le manteau d'Arlequin. Vous avez le centre-gauche et le centre-droit qui s'entrecroisent et qui finalement inspirent des textes qui n'ont pas de ligne politique. Ce texte, vous vous souvenez sans doute, il y a maintenant plus d'1 an, puisque l'affaire traîne depuis des mois et des mois, la présentation initiale de ce projet de loi. On aurait pu croire que c'était à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, d'être en première ligne. Il était flanqué d'Olivier Dussopt pour faire un contrepoint. Donc effectivement, comme le dit si bien monsieur le député, les méchants pour Darmanin, les gentils pour Dussopt. Ça n'est pas une ligne politique. C'est une façon, alors je sais bien, d'essayer de trouver une majorité qui est introuvable dans ce Parlement, mais qui donne pas de direction. Aujourd'hui, les Français attendent de la rigueur. Et heureusement. Pourquoi? Parce que les Français vivent au milieu des difficultés générées par une immigration dont nous avons perdu la totale souveraineté. La totale souveraineté. Donc ce texte, aujourd'hui, tel qu'il est présenté aujourd'hui, et si effectivement l'article 3, l'article 4 disparaissent, mais ils ne disparaîtront pas. Pourquoi? Et d'ailleurs la tribune de Libération, qui comprend un grand nombre de signataires de la majorité, au moins un tiers de cette tribune, est signée par des représentants de Renaissance et du Bonnet ce matin, appelle à aller plus loin dans la régularisation. Alors soit ils mangent leur chapeau, très bien, mais en tout cas, je peux vous dire, en tout cas c'est comme ça que je le sens, et pourtant j'étais assez sceptique sur la façon dont les Républicains se sont accommodés avec des textes qui n'allaient pas dans les intérêts du pays. Je pense à la réforme des retraites, où on s'est couché devant la majorité. Bruno Retailleau était favorable à la réforme des retraites. Il l'a répété ce matin. Et lui et tant d'autres, et je pense que c'était une erreur. Mais pour autant, je sens que sur ce sujet de l'immigration, ils ne reculeront pas. Donc je les encourage effectivement à tenir. Donc ça veut dire que s'ils ne reculent pas, il va falloir que le gouvernement cède. Or, s'il cède sur ce point-là, de la régularisation, il aura contre lui une partie de sa majorité. Donc je pense que l'équation est impossible à résoudre, mais ça c'est l'essence même du macronisme. Oui, on est pour, on est contre en même temps. Que ça le ne fonctionne pas. Cède. Est-ce que vous pensez qu'il va céder sur les articles 3 et 4? Moi j'en sais rien. Juste, je suis quand même, ça me fait sourire d'entendre un membre des Républicains parler de majorité Arlequin. Enfin, quand on voit comment le parti a explosé, les Républicains, j'entends, au moment de la réforme des retraites, y compris à l'Assemblée nationale avec un président de groupe qui ne tenait absolument plus ses troupes.
raison là-dessus. Donc, voilà. Mais je veux pas vous dire le contraire. Mais je pense qu'il faut être humble. Il faut être si vous voulez que je sois humble. objectif sur les Républicains, pas de problème. Alors, mais je veux dire, je termine. Il faut être, mais ils aspirent à l'être. C'est un petit peu la différence. Il faut être humble, je crois, sur les sujets de partis politiques. Maintenant, moi, je ne sais pas ce que va faire le gouvernement. Ce que montre ce débat aujourd'hui, alors qu'on a accusé les membres de LREM à l'époque, lors de la précédente législature, d'être des Playmobil, eh bien, on est en train de constater que les députés Renaissance, ils peuvent avoir des avis divergents. Et le débat, il a lieu. Si ces articles 3 et 4 sont retirés, que font les députés Renaissance ? Écoutez, on est en septembre, le débat n'a eu lieu ni à l'Assemblée, ni au Sénat. Ça fait un an qu'on débat de cette histoire. Chacun marque aujourd'hui son territoire. Je m'excuse de rappeler quand même, enfin je m'excuse pas d'ailleurs, mais je rappelle que cette idée de métier en tension, ce débat autour des métiers en tension, ça fait un an qu'on l'a posé. Écoutez, et ça fait un an que personne ne tranche. Vous savez ce qu'est une veillée d'armes. Eh bien, on est... Voilà. Je suis pas sûr que la bataille n'ait jamais lieu. Affirme ses positions aujourd'hui. Bon, on verra bien si la bataille a lieu. Nous verrons de toute façon. Nous aurons beaucoup d'intervenants sur le sujet et j'espère que le ministre de l'Intérieur sera bientôt là, j'en suis sûr même, bientôt là, et je ne manquerai pas évidemment de l'interroger là-dessus. Merci beaucoup à tous. Merci d'être venus nous voir. 9h56, vous êtes sur Sud Radio. Merci de nous accompagner tous les matins. C'est un vrai plaisir de vous savoir là. Demain, 8h30, mon invité sera Alexis Corbière de la France Insoumise, qui ne s'est pas mêlé, d'ailleurs, j'ai vu dans le texte là, entre députés Renaissance, députés Modem et députés de la NUPES, sauf LFI. LFI s'oppose à tout. Oui. Voilà. Non mais d'accord. Donc ils sont ça lui a fait peur. Voilà, comme certains républicains d'ailleurs. Bon d'accord. Bon, 9h56. Merci.